Bonjour et bienvenue sur une nouvelle foire aux questions des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un animal de compagnie et un animal domestique. On parlera aussi de lapins, de poulailler et de plein d'autres choses. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude d'entendre des gens en train de dire toujours « abonnez-vous, abonnez-vous » et vous vous dites « oui, je vais le faire » et vous ne le faites pas. Alors si vous voulez me faire plaisir, s'il vous plaît, mettez sur pause cette vidéo 2 secondes, cherchez le bouton s'abonner, il est juste en dessous de la vidéo et cliquez dessus. Vous pouvez cliquer sur « j'aime », c'est encore mieux et ça va vous activer aussi les notifications. L'actu du jour, eh bien, c'est la fête de la nature. La fête de la nature, elle commence le 18 mai. Elle va durer 3 jours et c'est un événement à ne surtout pas manquer. Alors, vous vous demandez certainement où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe chez vous ou en tout cas à côté de chez vous. C'est le plus grand événement sur la nature en France. On ne peut pas le louper. Il y a un site internet qui est très bien fait qui s'appelle fêtedelanature.com, tout collé. Et vous avez une carte de France avec tous les événements qui sont répertoriés. Vous pouvez même proposer des nouveaux événements ou même organiser vous-même quelque chose dans votre jardin. C'est quelque chose qui est absolument fantastique. Aujourd'hui, il y a déjà 532 lieux qui sont répertoriés pour pouvoir les visiter pendant toute la fête de la nature sur 265 organisateurs. Donc ne loupez pas cet événement. Alors c'est parti pour la foire aux questions. J'ai sélectionné 4 questions que j'avais envie de vous partager. Donc merci à toutes les personnes qui m'en ont envoyé. La première question vient de Elodie, Elodie avec un Y. Bonjour, merci pour votre vidéo. Faut-il présenter une fiche de paye pour passer la cassette ou des documents? Alors, a priori, moi, j'ai jamais entendu parler de quelconque document pour pouvoir passer la cassette. C'est une formation comme une autre pour laquelle tout le monde a le droit de s'inscrire. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, vous n'avez pas besoin de fiche de paye, vous n'avez pas besoin de montrer quoi que ce soit, de payer éventuellement. Ça, c'est ce qu'on vous demandera si vous voulez pouvoir en bénéficier. Donc vous pouvez aller sur n'importe quel site d'un organisme de formation qui propose la formation de la cassette en France. Vous cherchez quelle est la prochaine session dans laquelle il y a encore de la place et vous pouvez vous inscrire sans problème. Deuxième question qui nous vient de Erika. La question a été posée dans notre plateforme de formation. Donc c'est quelqu'un qui suit actuellement une formation chez nous. Et la question est la suivante. Comment faire cohabiter 2 lapins mâles dans un enclos? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que comme n'importe quel animal, 2 lapins, ce sont des animaux qui ont leur propre caractère, leur propre identité. Donc il est possible que vos 2 lapins ne s'entendent jamais ensemble, je suis désolé, mais il est possible que ça marche, ça dépend de chaque individu. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi par exemple j'ai une femelle, on dit toujours que les femelles sont plus faciles pour s'entendre entre elles. Moi j'en ai une qui est très territoriale et elle a mis beaucoup de temps à accepter d'avoir une autre lapine avec elle. Alors la première fois que j'ai voulu faire une mise en contact, j'ai été peut-être un peu trop brutal, j'ai ouvert, je les ai mises toutes les 2 ensemble et j'ai attendu de voir si ça se passait bien en surveillant. Évidemment, ça ne s'est pas bien passé puisque la première était très territoriale, la deuxième un peu plus soumise et un peu plus jeune. Alors ce que j'ai fait, et je peux vous partager que mon vécu plutôt que de vous donner une recette miracle, j'ai dû acheter une cage en urgence parce que j'en avais pas une spécifique pour la deuxième lapine et je les ai mises toutes les 2 dans 2 cages séparées mais côte à côte. Vraiment l'une à côté de l'autre, elles pouvaient se renifler, elles pouvaient presque avoir un contact physique entre elles, mais chacune dans un espace dans lequel elles avaient leur territoire, leur zone de confort et leur niveau de sécurité. J'ai attendu plusieurs jours pour pouvoir commencer à les mettre en relation et pour pouvoir les faire se rencontrer, plutôt que de mettre une dans la cage de l'autre, eh bien je les ai mises dans un endroit neutre. Donc j'ai tout simplement ouvert les grilles des deux cages et les 2 ont pu aller se balader dans mon salon tout simplement et on se sont rencontrés au détour d'un passage. Ça s'est pas très bien passé au début, mais ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois qu'elles s'étaient rencontrées et ça a pris du temps. Aujourd'hui, je pense pas pouvoir les mettre ensemble dans une petite cage. Par contre, là on est en train de créer un immense enclos en extérieur pour qu'elles puissent vivre en extérieur et je suis quasiment sûr qu'elles arriveront à trouver leur territoire chacune de leur côté
pour avoir leur zone de confort, leur zone de pouvoir à elles, mais qu'elles auront des zones dans lesquelles elles peuvent se rencontrer parce que les animaux vivent en communauté, enfin les lapins vivent en communauté et sont capables de s'entendre. Donc voilà, mais ça dépend vraiment de chaque individu, ça dépend de beaucoup de choses. Ensuite, vous m'avez demandé aussi dans la question, Erika, si le fait de castrer 2 lapins, ça pourrait aider. Bon, la première chose, c'est que déjà, s'il y a des femelles quelque part, vous n'avez pas trop le choix que de castrer 2 lapins, sinon ils vont se faire une guerre absolue. S'il y a 2 mâles et une lapine, je ne vous explique pas l'état du mâle qui gagnera pas et l'état de la femelle aussi. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si c'est que 2 lapins mâles, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que ça vaut le coup quand même de les castrer. Ils seront peut-être un peu moins agressifs, un peu moins territoriaux, mais je ne suis pas sûr que ça ait un miracle absolu, puisque s'il n'y a pas de femelle autour, c'est que le problème peut peut-être venir d'ailleurs. Donc peut-être que vous pouvez contacter par exemple quelqu'un qui fait de la communication animale ou un comportementaliste qui pourra vous donner plus d'explications et plus d'accompagnement. Alors j'ai une autre question d'une autre Erika. Non, c'est la même Erika sur la même formation qui nous avait posé la question: quelle est la différence entre un animal domestique et un animal de compagnie? C'est une question que j'aime beaucoup parce qu'elle nécessite vraiment un peu de travail intellectuel, de compréhension de la distinction animal domestique, animal de compagnie. En fait, la distinction la plus facile à faire, c'est de se dire qu'il y en a un qui est une définition plus légale, réglementaire, c'est l'animal domestique. Et il y en a un autre qui est plutôt une dimension sociologique, comportementale, qui est l'animal de compagnie. Alors, si je reprends le site du servicepublic.fr, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, on a une définition de l'animal domestique qui est un animal appartenant à une espèce qui a subi des modifications par sélection de la part de l'homme. En fait, c'est la modification de l'espèce en elle-même qui fait que l'animal est domestiqué. Si on prend le chien, c'est d'abord un loup qui a été domestiqué et ça a créé une modification dans l'espèce pour créer une nouvelle espèce qui s'appelle le chien. Si on voit la différence entre un lièvre ou un lapin sauvage et un lapin domestique, on voit qu'il y a des modifications dans les attraits physiques et comportementaux qui font que le lapin domestique appartient à une espèce domestique et le lièvre appartient à une espèce sauvage. Et ça peut se faire un peu partout. Il existe des chats sauvages, il existe des chats domestiques et ce qui va changer la donne, c'est la modification par une sélection de la part de l'homme. C'est un animal qui, élevé de génération en génération sous la surveillance de l'homme, a évolué de façon à constituer une espèce ou une race différente de la forme sauvage primitive dont il est issu. Voilà, donc c'est assez clair à ce niveau-là, il y a une modification de la part de l'homme, ce qui veut dire, d'ailleurs certains le disent comme ça, que l'animal domestique n'existe pas à l'état de nature. Il y a une liste officielle qui a été dressée par le ministère, par arrêté ministériel au niveau de l'agriculture. Donc vous pouvez vous procurer cette liste. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc vous pouvez aller voir, il y a une liste qui va parler des chiens, des chats, de quelques rongeurs, et puis il va y avoir pas mal d'oiseaux, notamment des oiseaux d'espèces domestiques, dont on voit qu'ils ont été sélectionnés par l'homme. Maintenant, si on parle d'un animal de compagnie. Un animal de compagnie, c'est un animal qui est détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Alors, j'aime pas trop ce terme agrément, mais en tout cas, dans les études sociologiques, on va parler d'agrément. Ça veut dire que c'est un animal qui vit dans le foyer, parfois pour faire joli, ça a été comme ça au début, et puis ensuite pour apporter quelque chose de positif à l'être humain, pas forcément pour servir à quelque chose, mais pour lui apporter de la compagnie par exemple. Donc c'est pas nécessairement un animal domestique d'ailleurs, ni nécessairement un animal qui est apprivoisé. On va avoir par exemple des personnes qui vont avoir en animal domestique un hamster, qui parfois n'est pas du tout apprivoisé, c'est-à-dire qu'il mordra toute sa vie, il n'aimera pas l'être humain, mais il sera considéré comme un animal de compagnie parce qu'il est à l'intérieur de la maison, parce qu'il tient compagnie à nos enfants, etc. Je ne dis pas que tous les hamsters ne peuvent pas être apprivoisés. Au niveau du domestique, on a tendance à penser, si on écoute domestique, que domestique égale vie dans la domus, dans la maison, dans le foyer.
Ce n'est pas le cas. Parce que dans la liste des espèces domestiques, on va retrouver l'âne, la vache, le porc, etc. Donc ce ne sont pas des animaux qui vivent dans le foyer. Par contre, ils vivent à proximité de l'être humain, donc dans son environnement proche, donc dans la ferme, dans le jardin, dans les champs, mais toujours avec une proximité par rapport à l'être humain. Voilà, donc ça c'est important. A contrario, le cochon, la vache sont des animaux, donc les animaux sont domestiques, mais ils vont clairement pas être des animaux de compagnie. Si vous cherchez quelques exemples d'animaux de compagnie et qui ne sont pas des espèces domestiques, eh bien on va avoir certaines espèces d'amphibiens, certaines espèces de reptiles que les gens ont chez eux pour l'agrément, comme des serpents, comme des tortues. Ce sont des animaux qu'on va trouver en animalerie d'ailleurs, pour la compagnie, mais qui ne sont pas du tout des espèces domestiques, donc qui n'ont pas subi une modification par l'homme. Dernière question de la part de Sherazade sur Facebook. Donc la question c'est: bonjour les entrepreneurs animaliers, quel est votre fournisseur de poulailler? Alors cette question m'a beaucoup fait rire, en fait elle est sous une publication qu'on a fait où on a publié des photos de notre poulailler. Pour contextualiser un petit peu, c'est un poulailler officiellement de 10-12 poules. Je pense que si on en met 6, ce serait déjà pas mal. Et c'est un poulailler standard, enfin de quelque chose de préfabriqué que j'ai acheté, et on pourrait le trouver chez Mano Mano ou sur plusieurs sites en ligne assez facilement. En fait, moi à la base, je voulais le construire moi-même, mon poulailler. Je voulais faire une cabane à hauteur d'être humain dans laquelle moi je peux rentrer. C'est beaucoup plus facile pour le nettoyage que les poulaillers préfabriqués qui font juste la taille des poules. Et il s'est trouvé qu'un peu par hasard, je suis tombé sur une erreur de prix dans un magasin de grande distribution. Mais une grosse erreur de prix puisque le poulailler en question était affiché à 150 € au lieu de 350. Et je connaissais le prix de ce type de poulailler et je me suis dit je peux pas louper cette occasion, ça vaut le coup, etc. Donc j'ai un peu succombé, j'ai un peu craqué, voilà, mais je le recommande pas du tout en fait, parce que même à 150 € je suis un peu déçu, c'est de la mauvaise qualité, ça fallait s'en douter, mais je m'étais dit bon allez c'est un peu moins cher que prévu, donc allons-y. Mais même si, surtout si vous devez l'acheter au prix normal, Sherazade, ne prenez pas le même poulailler que moi, donc je veux bien vous dire quel est mon fournisseur, mais ne prenez pas ce poulailler-là. Il y a eu une tempête il y a quelques jours, le poulailler s'est complètement retourné. Alors ça c'est ma faute, je ne l'ai pas attaché, rassurez-vous, il n'y a pas encore de poules dedans, donc c'est pas grave. Mais on sent que c'est quand même pas de la bonne qualité, tout ce qui s'ouvre et qui se ferme ne tient pas, enfin c'est vraiment une catastrophe, donc je le recommande pas. Voilà. Si vous avez envie de construire votre poulailler, alors je vous ai déjà montré plusieurs livres. Il y a un livre aussi qui est sympa qui s'appelle « Il est beau mon poulailler » avec des plans de construction si on veut les faire soi-même. Mais sinon, prenez un cabanon de jardin et adaptez-le. Pourquoi le cabanon de jardin? C'est que vous pouvez rentrer dedans à taille humaine et vous pouvez le nettoyer beaucoup plus facilement que de vous mettre à quatre pattes à devoir vous contorsionner pour aller nettoyer un poulailler. Et le poulailler, ça se nettoie, c'est très important de l'entretenir. Pour les maladies et pour les poules rouges, parce que si on ne désinfecte pas un poulailler régulièrement, eh bien les poules vont être infestées. Voilà pour la dernière question sur le poulailler. Allez, on change un peu de sujet, je vais vous parler de mon astuce du jour et c'est une astuce entrepreneuriale. Je vous parle aujourd'hui du business plan, ou certains l'appelleront plutôt le budget prévisionnel. Vous savez, c'est ce long document qu'on doit faire sur un tableur Excel et qui calcule des charges, du chiffre d'affaires, des flux de trésorerie, des plans de trésorerie, tout un tas de choses. Mon message, c'est ne faites pas l'impasse sur ça. Et très très souvent, quand je vous ai au téléphone, vous me dites, voilà, je vais bientôt déposer un dossier auprès de ma banque et donc je veux faire un business plan. Donc on associe très très souvent ce BP, ce business plan à faire plaisir à mon banquier. Encore pire, faire plaisir à Pôle emploi qui doit valider quelque chose. Alors oui, votre banquier va avoir besoin d'un business plan pour valider un projet, mais la première personne qui a intérêt à lire et à faire un business plan, c'est vous. Parce que le business plan, il vous sert à évaluer où se situe la viabilité de votre projet. Il ne va pas prédire si le projet est viable ou pas, parce que vous n'êtes... Enfin, moi, je ne suis pas capable de définir votre chiffre d'affaires 3 ans en avance, on n'en sait rien. Par contre, on va définir quelles sont les clés qui vont vous permettre, quel est le chemin à suivre pour pouvoir atteindre le minimum de chiffre d'affaires dont vous avez besoin pour couvrir vos charges, que vous soyez une association ou une entreprise. Et donc la création de ce business plan, c'est un moyen de se confronter à la réalité du terrain, à calculer vos charges prévisionnelles. Et les charges, elles sont beaucoup plus faciles à calculer ou en tout cas à anticiper que le chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir anticiper vos investissements.
et ça va vous permettre de savoir quel est le niveau de chiffre d'affaires minimum que vous devez faire en année 1, en année 2, en année 3. Et ça, c'est très précieux parce que ça va devenir des objectifs que vous allez vous fixer. Et donc le business plan, ce n'est pas l'ami de votre banquier, c'est votre ami à vous. Alors dans la formation Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique, on va s'attarder sur cette question du business plan, mais on va parler évidemment de beaucoup d'autres sujets comme l'étude de marché, comme la création de toutes les étapes commerciales. Et bien sûr, dans une première partie, on va s'intéresser au projet lui-même de ferme pédagogique et thérapeutique, voire même de médiation animale. Donc si c'est un sujet transversal qui vous intéresse, que vous avez envie de lancer votre projet animalier, eh bien vous allez pouvoir voir le programme de cette formation qui est très complète et qui vous permet d'avancer dans ce projet. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et si vous n'en êtes pas encore là dans votre projet, que vous êtes encore en phase de découverte, vous ne savez pas encore si vous voulez créer une ferme pédagogique, vous lancer en médiation animale, avoir un petit parc animalier, voilà, vous tâtonnez encore, eh bien vous avez une formation qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde et qui va vous permettre de découvrir tous ces métiers, toutes ces approches à travers des témoignages, à travers des analyses, à travers des articles, des vidéos qui sont faites spécialement sur le sujet. Ça va durer 7 jours, c'est complètement gratuit. Pour ça, vous avez juste besoin d'aller sur le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours et vous allez pouvoir en bénéficier tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr, s'il vous plaît, likez la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.